Voilà, donc rebonsoir. Je voulais présenter Cléo Carastro, qui est titulaire de la chaire d'anthropologie religieuse et histoire culturelle de la Grèce ancienne à l'EHESS, qui est spécialiste des approches comparées des sociétés polythéistes anciennes et contemporaines, qui s'intéresse notamment aux notions de magie, de rituel, aux tensions et compositions entre différentes formes de rationalité et qui oriente de plus en plus ses travaux vers la manière dont les sociétés pensent le lien social. Donc Cléo est en train d'achever un livre sur Thucydide à ce sujet, entre anthropologie, historiographie et réception. Et voilà, donc ça c'était la fin de la parenthèse. Et donc ce travail, il s'inscrit donc dans le cadre des cosmologies de ces différentes sociétés. Peut-être c'est un terme que tu définiras au cours de l'exposé. Euh, Cléo Carastro est fondatrice de l'atelier Antiquité et sciences sociales au Centre Anima, puis du programme Pratiquer le comparatisme, terrain, texte, artefact à l'EHESS. Et là, je me permets une parenthèse personnelle, puisque c'est là où nous nous sommes rencontrés. J'avais eu le plaisir de participer à un atelier sur les couleurs. Et voilà, et donc depuis, eh bien, tu as continué et tu as co-dirigé la revue L'Homme, revue française d'anthropologie que tout le monde connaît. Et tu coordonnes actuellement le réseau international donc Cosmopoliteia, recherche comparée sur les cosmologies et les arts. Tu as coédité avec Mathilde Cazot et Anne-Sophie Noël l'ouvrage collectif Pour en finir avec l'Antiquité, postcolonialisme et controverses dans les études classiques. En fait, ça nous fait saliver, c'est à paraître en 2026. J'éteins peut-être derrière. Non. Non, il n'y a pas de PowerPoint, donc euh, ouais, je vais laisser la parole à. Ok. Non, j'éteins l'écran, je pense aussi bien. Je laisse la parole à Cléo. Merci Maxime pour cette présentation. Merci à toutes et tous d'être ici ou en visio, à distance. Je suis vraiment très, très heureuse de participer au séminaire ATE. Merci aux organisateurs, aux organisatrices, euh, Claude qui est à distance, Maxime qui vient de parler, mais Cassandre, Marie. Et Carole pour leur invitation. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. Malheureusement, je ne peux pas suivre les travaux d'ATE, souvent pour des questions de planning. Il se trouve que nous sommes un mardi d'intersemestre à l'EHESS, donc ça tombe bien. Pas d'enseignement le mardi, je peux intervenir. Alors, parler de comparatisme. Alors, tu m'avais convié, Maxime, à une discussion en fait sur mon expérience et la thématique que vous avez choisie cette année. Et c'est de cette manière que j'ai conçu donc ma présentation aujourd'hui. Euh, donc parler de comparatisme de Marcel Détienne, en rapport avec les expériences partagées avec Jean-Louis Durand, Michel Cartry, revient pour moi déjà à évoquer un compagnonnage avec des maîtres qui ont été aussi des amis. Donc, des figures à la fois tutélaires, amicales, qui ont profondément marqué ma manière de travailler, anarchisante et anthropologue. Et j'ai conscience d'avoir contracté une dette vis-à-vis d'eux, qui est faite d'exigences et du bonheur comparatiste. Une dette, je n'entends pas honorer en aliment des cierges sur un supposé autel de légitimation. On connaît le rejet de Marcel pour de telles pratiques académiques. Donc, je préfère honorer cette dette en étant en prise avec les débats, les enjeux contemporains, et mettre à l'épreuve ce système ouvert qu'est la pratique du comparatisme avec ces débats. Commençons par la situation présente, ce que j'appelle un détour par la tour. Il n'y a pas de monde commun,
Il n'y en a jamais eu. Ainsi débute l'extrait du Manifeste compositionniste que Bruno Latour publie en 2011 pour dénoncer l'inadéquation des modèles herméneutiques contemporains et rendre compte du pluralisme, du plurivers qu'est notre univers. En prenant la fin du paradigme des modernes, basé sur le grand partage entre nature et culture, et selon lequel le monde serait à découvrir ou à dévoiler, Latour introduit la nécessité d'apprendre plutôt à le composer. Pour ce faire, il propose un plaidoyer en faveur de l'expérimentation, d'une description plus fine qui repose sur la notion d'enquête comme pratique et de marche clé. Une enquête qui réunit des spécialistes en sciences sociales, historiens, anthropologues, sociologues, philosophes, chercheurs en sciences de l'environnement et artistes. Si donc l'urgence climatique s'est imposée dans l'agenda de la philosophie politique et d'une pensée post-humaniste qui vise à remettre en cause le regard anthropocentré de l'humanisme et à examiner les entrelacements entre agents humains et non humains, l'appel aux arts, motivé par leur potentiel de donner forme aux passions politiques, acquiert une place déterminante dans la perspective d'avoir une prise sur le monde. Et ce, à condition que la recherche des arts ne soit plus basée sur une idée d'autonomie comme expression libre du moi profond, ce qui causerait la perte du lien avec le monde qu'ils prétendent composer. Les arts contemporains seraient, dans ce cas, acosmiques, dit Latour. Au contraire, donc c'est par l'enquête à laquelle Latour les convie que les artistes pourront renouer les liens avec le monde. Donc, je reviendrai sur le statut des arts dans ce programme et dans les programmes comparatistes que je vous propose. Mais je tiens déjà à souligner le fait que ce statut des arts est une démarche attentive donc, aux formes d'attachement. Pardon, le programme donc, latourien est une démarche attentive aux formes d'attachement. Pour commencer, donc, il m'importe d'interroger la manière dont le débat actuel sur la mutation écologique pourrait penser un monde commun à partir de la pluralité des mondes, entre en dialogue avec les nouveaux défis qui se posent à l'horizon épistémologique des pensées postcoloniales et éclaire d'un jour nouveau les enjeux politiques et épistémologiques de la pratique du comparatisme au sein de l'anthropologie des mondes anciens, afin de dégager une politique des sciences sociales de l'Antiquité qui pense les interconnexions entre les cosmologies. Voilà en deux mots mon programme. Alors, Latour serait-il, malgré lui, un philosophe postcolonial, voire de la décolonialité? La réponse pourrait être positive à plusieurs égards, mais des nuances s'imposent aussitôt. En premier lieu, son plaidoyer pour une anthropologie symétrique, qui doit beaucoup à ses premières expériences de terrain anthropologique en Côte d'Ivoire et puis en Californie, pourrait les rapprocher du combat pour mettre les peuples sur un pied d'égalité et abolir toute hiérarchie établie au nom d'une modernité qui serait le propre de l'Occident. Mais s'il dénonce le racisme dans les logiques d'évaluation au sein des milieux de travail ivoiriens, observez, Latour dépasse l'horizon de la question coloniale en se centrant sur la représentation occidentale de la modernité. En deuxième lieu, le style de son enquête est tel qu'il cherche à décrire les formes de dépendance et d'interdépendance au sein des collectifs. Et cela montre également la nécessité de ne pas les hypostasier en les essentialisant, même si, dans le cas de la tour, il s'agit de repérer toutes les formes de dépendance où l'humain et le non-humain, ou, comme il dit aussi, l'autre qu'humain, sont entrelacés. Enfin, on pourrait songer à un geste plus explicite de quête du dialogue avec la pensée postcoloniale, donc un geste plus récent, par son appel à provincialiser la modernité, en écho avec le projet que Dipesh Chakrabarty avait élaboré d'en provincialiser l'Europe.
Mais l'historien postcolonial émet un doute sur la démarche de Latour qui pense à la modernité comme le seul fait de l'Occident. Ce serait oublier que les modernisateurs anticoloniaux, de Nehru à Fanon, ont réinvesti les projets de modernité en exprimant un désir d'être moderne, tout en relevant le défi d'en opérer une synthèse avec l'ancien. On voit toute la complexité du débat. Reste donc le constat que le postulat du pluralisme du monde apparaît comme un socle commun qu'il faut interroger. Et ce, à double titre. Tout d'abord, au regard de la manière dont les études postcoloniales ont accompli ce geste et produit, les cas échéants, un impact sur les études anciennes. Et ensuite, par rapport à la pratique du comparatisme au sein de la communauté parisienne de chercheuses et chercheurs qui, depuis les années 60, travaillent en anthropologie des mondes anciens. Alors, évidemment, les deux volets en partie liés, comme j'essaierai de le mentionner, parce qu'on ne peut pas le développer en peu de temps, mais le but, c'est de s'interroger, donc, et interroger la contradiction qui semble être de plus en plus criante avec le problème de l'unicité du monde qui est posé par l'urgence climatique et qui a été pointé récemment justement par Dipesh Chakrabarty, dont j'avais mentionné le nom il y a peu. L'historien, vous le savez, est une figure majeure dans le champ des études postcoloniales. Et ces dernières années, il s'est penché sur les défis qui pèsent sur les sciences humaines et sociales depuis l'Anthropocène, d'un point de vue épistémologique, pour penser le temps présent. Avec le changement climatique, émerge en effet l'exigence de penser à la fois la finitude de la planète, qui repose sur ce qu'il appelle l'unimondisme, et une nouvelle acception de l'agentivité, impersonnelle, inconsciente. Agentivité qu'est l'agentivité géologique. Alors, comment concilier les démarches des chercheurs et chercheuses dans des disciplines comme l'histoire ou l'anthropologie, qui ont été détenants de la division, dit Chakrabarty, des splitters, dans l'histoire humaine, plutôt que des rassembleurs? Division dans la mesure où on a cherché à s'intéresser aux singularités plutôt qu'aux traits communs de l'histoire humaine. Comment éviter donc l'écueil de l'universel totalisant que les pensées de coloniales attribuent à la modernité et au capitalisme global, et auquel elles opposent la pluriversalité dans une articulation serrée avec l'indigénéité? Car aborder les questions environnementales par le biais de l'unicité de la Terre éclaire l'impasse dans laquelle les études postcoloniales se sont retrouvées face à l'unimondisme. Elles étaient trop anthropocentrées, édifiées exclusivement ou presque sur une agentivité humaine. Ces nouvelles humanités se sont concentrées sur des théories du globe façonnées de concert par l'héritage intellectuel européen, justement les modernisateurs anticoloniaux et le capital global. C'est même la notion d'agency, la capacité et puissance d'agir, qui change depuis. Les Subaltern Studies, dont les travaux d'Edward Palmer Thompson sur la classe ouvrière anglaise constituent un jalon incontournable, ont promu une conception d'agency exclusivement humaine, car elle était octroyée à des sujets humains qui auparavant en étaient privés par l'analyse historique. Mais avec l'avènement donc des sciences de l'environnement, la Geological Agency, donc cette agentivité géologique, se dresse comme une force impersonnelle. La notion de planète ou de système Terre de Chakrabarty vise ce décentrement de l'humain que la Tour opère en réinvestissant donc le système Terre de Lovelock par l'hypothèse Gaïa. Alors, à ces tableaux, il serait opportun d'ajouter d'autres propositions théoriques qui sortent souvent de l'horizon herméneutique des pensées postcoloniales. On pense à titre d'exemple au nouveau matérialisme, au post-humanisme, ainsi qu'aux approches pragmatiques à l'anthropologie de l'art. Donc, des orientations de la recherche qui ont donné une légitimité à l'agentivité des artefacts, par exemple, en dépassant l'analyse des objets en termes de signes, pour ouvrir sur le domaine des actions et des relations qu'ils permettent d'établir.
Alors, avec ce retour critique de Chakrabarty sur les impensés des thèses postcoloniales, on voit certes que les débats internes sont toujours vifs, consubstantiels au développement de ce domaine d'études, mais l'on observe également l'émergence d'une exigence pressante de répondre aux défis contemporains avec des nouveaux outils. Des outils que l'anthropologie et la pratique du comparatisme ont contribué et continuent de contribuer à forger. Donc, je vais me rapprocher du thème d'intérêt du séminaire, le comparatisme. Mais encore quelques précisions sur le geste de l'anthropologie par rapport à certaines de ces thèses. Il faut rappeler qu'au sein de l'anthropologie, un bon nombre de critiques aux thèses des nouvelles humanités avaient été formulées dès les années 90 par Marshall Sahlins. Dans la conférence Huxley qu'il donne en 98, l'anthropologue américain tacle en effet ce qu'il appelle les afterologies, c'est-à-dire le postmodernisme, le post-structuralisme et le postcolonialisme. La critique de Sahlins porte sur plusieurs aspects de ces afterologies. Commençons donc par la notion de culture, qui est fondamentale pour Sahlins. On sait que pour ce dernier, les cultures s'analysent en termes d'agencement entre structure et événement, alors que les afterologies privilégient ces derniers, donc l'événement, souvent sous couvert de la notion d'invention des traditions, et en adoptant donc une vision fonctionnaliste. Dans sa réponse vigoureusement argumentée aux critiques que les tenants des thèses postmodernes en anthropologie portaient vis-à-vis de la notion de culture, Sahlins propose d'interroger la posture des universitaires américains qui, tout en dénonçant le caractère fictif assigné aux notions de culture ou de structure, se trouvent embarrassés face aux revendications locales d'identité culturelle. C'est l'époque des polémiques sur l'invention de la tradition, sujet des mois dans la gente historienne, mais anthropologique aussi. Du coup, les thèses postmodernes et postcoloniales s'est portée à projeter une construction occidentale du pouvoir et de la puissance sur des réalités sociales et culturelles, Sahlins se revendiquant le terme, où justement la question du pouvoir ne se poserait pas de la même manière. Alors, venons justement à la question du pouvoir, c'est que ça s'appelle le pouvoirisme, powerism, qui, sous couvert donc d'une dénonciation morale stéréotypée de l'emprise du pouvoir colonial, n'arrive pas à proposer des analyses fines des situations coloniales ou postcoloniales, ce qui affaiblit la discipline. Troisième point à retenir de cette conférence, l'oubli de l'apport des anthropologues d'une ou de deux générations précédentes. Et cet oubli-là est marqué par une volonté, quelque part, d'en finir avec ces pères fondateurs, que pouvaient être Malinowski ou Radcliffe Brown, qui avaient un rapport au terrain, selon les thèses postmodernes, trop empreint d'une anthropologie, encore une fois, coloniale, qui avait un regard de surplomb. Enfin, et ça c'est un point théorique que je trouve important pour nous, la question de l'hybridité ontologique particulière qui est constitutive de l'argument et qui est à la source des difficultés logiques. Cette hybridité dont parle Sahlins consiste à réunir un élément historique et culturel particulier, par exemple l'intérêt croissant au Japon pour les sumo, et un élément interculturel ou humain universel tel que la cupidité ou la soif inaltérable de pouvoir pour le pouvoir. L'idée que justement le culte de ces lutteurs, de ces figures emblématiques au Japon qui sont divinisées, sacralisées, serait lié aussi à un appât du gain de pouvoir, des stratégies individuelles. Prendre ce biais-là, rappelle Sahlins dans l'analyse donc de nouveaux intérêts pour les sumo, serait commettre l'erreur donc de cette hybridité ontologique, confondre euh, une sorte d'élément humain supposé universel, la cupidité, avec un phénomène qui a en fait un enracinement structurel dans la société japonaise.
Alors, dans, dans un article récent publié dans l'Homme en 2017, l'anthropologue Joel Robbins, euh, spécialiste donc de sociétés du Pacifique Sud, Papouasie-Nouvelle-Guinée, il avait insisté sur l'importance plutôt de retrouver donc dans l'histoire de l'anthropologie cette capacité à innover conceptuellement plutôt que de considérer l'anthropologie comme un simple outil de production de savoir. L'anthropologie est un opérateur de connexion. Et cela rejoint, au fond, les préoccupations même des tristes tropiques de Claude Lévi-Strauss, comme Vincent Deben l'a rappelé dans Anthropologie structurale zéro, dans la préface qu'il avait publiée en 2019. Pour finir avec la discussion avec les thèses coloniales, postcoloniales et décoloniales, il faudrait rappeler aussi l'essor au sein des pensées décoloniales d'Amérique latine, donc à partir des années 90, des plaidoyers, des épistémologies du Sud en faveur de formes de connaissances émergentes. Ce qui laisserait présupposer qu'elles sont en phase avec les propositions, encore une fois, de Latour, dont nous sommes partis, sur la modernité ou sur le plurivaire. Or, il n'en est rien. Il n'en est rien puisque, d'un point de vue donc, de la manière d'appréhender la façon de faire monde, il me semble que ces pensées décoloniales n'entendent pas entrer dans le système d'une composition avec le monde, donc un système de pensée qui présupposerait la mise en avant des formes d'entrelacement. Je conclus sur cette partie pour m'intéresser donc à ce que le comparatisme a dit, peut dire, et c'est pourquoi le comparatisme doit être aussi invité à évoluer dans ce contexte. Un comparatisme que je vais considérer à partir de l'expérience collective, puisque à partir des années 60, dans la communauté parisienne euh, qui s'installe rue Monsieur-le-Prince, des années 60, justement, autour des travaux de Jean-Pierre Vernant, euh, et qui sera animé par une série de personnalités dont vous avez sûrement déjà parlé ici en séminaire. Euh, donc, le comparatisme se présente déjà comme une expérience collective, d'enquête collective. Ceci, en fait, est un héritage, et ça, les travaux de Riccardo Di Donato que je salue, j'ai vu qu'il fait partie de nos auditeurs à distance. Donc, ça rapporte aussi un style d'enquête qui avait été imprimé déjà par Ignace Meyerson, qui avait donc invité Jean-Pierre Vernant à participer à ces réunions du samedi où des spécialistes des différentes aires culturelles se retrouvaient à dialoguer avec des sémioticien, avec des psychologues, avec des artistes. Je ne veux pas retracer ce qui est connu aujourd'hui, c'est-à-dire les années Meyerson, Vernon. Ce qui m'intéresse, c'est de m'arrêter justement sur cette postérité que Détienne Durand-Cartry nous donne à boire et à interroger. Je dirais que tout d'abord, il faut souligner la vivacité en fait des pratiques collectives comparatistes qui, dans cette communauté des chercheurs, ont été menées de façon différente, avec des programmes différents, par Christian Jacob avec son projet sur le savoir, évidemment par le séminaire d'ethnopoétique mené par Florence Dupont et Claude Calam, et plus modestement, je dirais, par l'atelier Antiquité Sciences Sociales qu'on avait fondé, Maxime, tu faisais partie des fondateurs même, donc au centre Louis Gernet, quand on était encore rue Monsieur le Prince, avec un groupe de jeunes docteurs, doctorants, dans les années 2000. Cet atelier a pris d'autres formes, le PRI que tu as mentionné, pratiquer le comparatisme, ou des ateliers internationaux.
j'aimerais m'arrêter notamment sur le volume architectural invisible. Puisque ces volumes comparatistes, elle est fruit donc d'un travail sur une dizaine d'années qui avait été mené donc par Michel Cartry et Jean-Louis Durand dans le sillon, dans la continuité même des séminaires que Marcel Détienne avait animés et dont le dernier avait donné lieu à un colloque à Sciences Po et au dernier volume comparatiste qu'il a dirigé, Qui veut prendre la parole? Une note personnelle, en fait, quand j'ai commencé à suivre les travaux comparatistes, c'est justement avec ces réunions qui se faisaient place du Panthéon, dans des locaux prêtés par l'Université de Paris 2, euh, avec donc les compagnons de voyage d'Étienne autour des questions du fer assemblé, ce qui aboutira justement à ce volume dont je vais parler dans une minute. Donc, Architecture invisible commence à se mettre en place dans les années 98-19 pour paraître en 2009-2010, enfin, sorti début 2010. Et ce volume donc, a constitué un véritable foyer comparatiste qui, tout au long de 10 années, par les séminaires d'abord, séminaires mensuels, par les échanges sur les papiers en vue de la publication ensuite, a permis l'entrelacement des questionnements qui ont animé la recherche, chemin faisant. Il se trouve que pendant justement que ce séminaire avait cours, et qui attendait un peu la présence de Détienne et qui finalement n'était pas venu. Détienne était plutôt aux États-Unis, retenu par ses obligations à Johns Hopkins University, en train de finir en fait ce volume sur Qui veut prendre la parole. Il y a une sorte de télescopage des questionnements entre les travaux de Détienne, ces derniers volumes comparatistes, et Architectural invisible, euh, publié par donc, Michel Cartier, Jean-Luc Durand et René Cochepiètre. Alors, justement, dans ce dernier volume, Qui veut prendre la parole, qui clôturait la saison comparatiste menée à Paris depuis les années 70, en compagnie de Vernon, d'Étienne reprend son plaidoyer pour un travail entre historiens et anthropologues, par-delà les barrières disciplinaires et les contraintes académiques qui se sont imposées depuis le XIXe siècle et qui pesaient lourd sur la pratique comparatiste. Donc, évoquer la présence des collègues qui ont longtemps participé aux rencontres est une sorte de rituel qu'on fait chaque fois. Peut-être on va s'en dispenser puisque vous avez déjà dû entendre les différents noms de Jean-Jacques Lasner, Charles Malamud et les autres. Mais cela signifie que, en fait, ces figures très présentes depuis le début de l'aventure euh, ont constitué ensemble un vivier pour les sciences humaines et sociales dans lequel plusieurs chercheurs et chercheuses se sont un peu arrêtés, abreuvés pour un temps plus ou moins long. Je rappellerai l'insistance d'Étienne sur les conditions sociologiques propres à l'histoire des disciplines aussi, pour l'exercice de la comparaison et conditions qui ont freiné souvent cet exercice-là. Alors, une enquête sociologique et historique sur le partage disciplinaire institutionnel est encore à venir, mais l'essentiel n'est pas là, car le papier conclusif du volume, qui s'intitule Retour sur comparé et arrêt sur comparable, Marcel Détienne retrace le cheminement du questionnement. Et donc, il commence par rappeler que, à mesure que progresse le travail commun entre historiens et ethnologues, plus les questions se font subtiles, plus les différences prolifèrent au bonheur expérimental. Aussi, cette expression du bonheur expérimental, du bonheur du comparatisme, que j'ai reprise tout à l'heure. Et Détienne d'ajouter, un comparatisme qui expérimente, il faut l'appeler ouvert, surtout pas global. On le soupçonnerait aussitôt avec raison de vouloir englober, ou pire encore, d'être un suppôt de je ne sais quelle globalisation. Cette phrase qui semble un peu anodine et plongée au milieu d'une argumentation qui est en train de se construire est une réponse, à mon avis, plus ou moins claire
au débat qui faisait rage aux États-Unis dans ces années-là, dans les années 90-2000, justement sur les questions du global et du postcolonial. Et sans avoir restitué le tableau que j'essaie de vous donner rapidement dans cette introduction, il me semble qu'on ne pourrait pas apprécier la démarcation que Détienne essaye déjà d'opérer par rapport à ce qui est en train de monter comme la nouvelle tendance de l'histoire, l'histoire connectée ou l'histoire globale. Ce comparatisme, le comparatisme pratiqué, l'expérimentation de ce comparatisme n'a rien à voir avec ce regard global, globalisant, avec un projet de globalisation. Ensuite, il s'agit d'analyser donc les microconfigurations, détecter les bons comparables, sans viser à établir aucune loi générale, ni européenne, ni mondiale. Deuxième réponse, donc implicite, à des critiques qui pouvaient venir justement des thèses postcoloniales sur le fait qu'on aurait le risque, avec le comparatisme, d'élaborer des lois générales qui auraient tendance à couvrir la totalité des sociétés. Commence ensuite une présentation beaucoup plus détaillée de la démarche que le comparatiste euh, essaye de mener par son travail d'expérimentation, qui avait été déjà présenté dans Comparer l'incomparable, paru en 2000, alors que qui veut prendre la parole paraît en 2003, mais qui, à mon avis, apporte un plus dans la manière de présenter justement les différentes étapes. Tout d'abord, donc, partir du constat des centaines de milliers d'expériences qui ont été faites dans l'espace et le temps. Donc, la multiplication de ces expériences qui irait du côté du plurivers, justement, latourien. Trouve un bon guide ensuite, subtil, préférable à ce qu'il appelle, ça c'est le ton pamphlétaire d'Étienne, une fiche de police. C'était l'époque des polémiques aussi d'Étienne vis-à-vis donc de la politique menée au niveau du ministère de l'immigration et des innovations qui avaient été faites par le président Nicolas Sarkozy. Alors, trouver un bon guide subtil pour commencer l'expérimentation. Chercher des angles d'observation. Ensuite, pas établir des typologies qui guettent la tentation de l'inventaire exhaustif. Faire table rase pour éviter de privilégier les axes de type la démocratie, la proto-démocratie, la démocratie avancée, avec donc toutes les gradations possibles. Et donc, voir comment on choisit la porte d'entrée, s'assembler. C'était justement la catégorie singulière et plurielle, ni trop fortement classificatoire, ni des portées trop faibles, qui avait réuni en fait les différents spécialistes. Une entrée donc qui se met en marche par une série de notions à monnayer. Les commencements, donc comparer les pratiques initiales de s'assembler. Comment on commence à s'assembler? Quels sont les gestes concrets? Ensuite, les lieux du politique, la citoyenneté, les affaires communes, les similitudes, l'égalité, la justice. Bref, c'est le monnayage conceptuel qui permet de construire des comparables. Alors, l'ambition de construire des comparables ne se laisse pas enfermer dans les critiques de juxtaposition arbitraire. Encore avec ce sens de formule, il écrivait un zeste des circassiens, un peu de Japon avec deux communes italiennes. Non, il n'est pas question de travailler comme ça. Pas des lois générales, mais des micro-configurations, des terrains analysés en profondeur, des terrains dont il est entendu qu'il faut les revisiter. On est loin donc de l'exercice du panel d'un colloque où on présenterait euh, les éléments d'une société dont on est spécialiste en fonction d'un maître mot donné par l'appel à communication et qu'on déclinerait en fait de façon personnelle mais fermée
les caractéristiques de telle société. On est loin d'une euh, forme de collaboration à court terme. L'insistance de Détienne sur ces questions me paraît fondamentale. Aucune enquête, là je le cite, page 428, n'est définitive, sauf dans les comptes rendus académiques. Aucune analyse n'est jamais terminée, sans vouloir offenser la deadline. La manière de spécifier donc, la nécessité d'analyser en profondeur le terrain, évidemment que ça rattache aussi à la pratique de l'anthropologie et des anthropologues qu'il avait conviés autour de la table, à la suite donc des travaux de Vernon, mais je dirais en mettant de plus en plus l'accent sur la nécessité d'augmenter la proportion d'anthropologues euh, dans les collectifs comparatistes. Donc, un comparatisme expérimental et constructif présuppose une enquête ouverte, un va-et-vient entre sociétés observées dans le volume et d'autres. D'ailleurs, Marcel Détienne a annoncé une enquête sur la Terre et les morts, qui n'a pas vu les jours, mais dont les fondements étaient posés par ses livres sur l'autochtonie et sur l'identité nationale. Au final, les déplacements du comparatiste font dire à Détienne qu'il sera toujours et volontiers un forain chez tous. Donc, ce déplacement du comparatiste forain chez tous est une image qui lui est propre, qui ne sera pas reprise ni par Cartry ni par Durand, qui, eux, avancent d'une façon différente. On va le voir tout de suite. Je rappelle juste que la sortie de Comparer l'incomparable, donc en 2000, deuxième édition 2010, ne faisait qu'éveiller les polémiques avec les historiens. Mais les collectifs constitués d'hellénistes et d'africanistes ne se souciaient pas vraiment de ces polémiques-là, mais s'abreuvaient donc à cette pensée comparatiste qui voyait dans le pamphlet, qui trouvait dans le pamphlet donc une élaboration plus poussée qu'auparavant. Je dois dire aussi que ce collectif, réuni autour de Cartier-Durand, poursuivait sa réflexion dans une sorte de bulle heureuse. En mettant en œuvre donc ce comparatisme, le comparatisme se construit, car il n'est pas donné d'avance. Les comparables est un artefact qui, presque comme le fétiche, vit d'augmentation. Dans un entretien publié dans le volume 6 de la revue Incidence, en hommage à Michel Cartry en 2010, Michel Cartry est décédé en 2008, René Coche-Piètre et Johanna Pater demandent à Jean-Louis Durand s'il réfléchissait à une méthode comparative avec Cartry. La réponse est qu'il y avait une incidence de leur rencontre et de leur pratique elle-même. Cette interview est reprise dans le livre Sacrifié en grâce ailleurs, posthume, donc Jean-Louis Durand, que nous avions édité avec Dominique Jaillard, donc en 2022, et qui recueille en fait tous ses écrits et parts, qui étaient parfois très difficiles d'accès. Donc ça constitue une sorte de somme dans laquelle on peut puiser différents éléments. Une somme qui manque d'une quatrième partie, je tiens à le dire, qui avait été programmée avec Jean-Louis Durand, mais qui n'a jamais vu le jour. Cette quatrième partie, fantôme, je dirais, dont Alessandro Bucchieri et Manon Brouillet avaient connaissance, puisqu'ils étaient associés à ce projet, devait porter sur le terrain. Des interviews donc, sur la manière dont le terrain avait infléchi la pratique comparatiste de Durand. Alors, sans cette partie fantôme, nous sommes obligés de rester à la fois attachés à ce qui a été publié, quelques mentions qui sont plus ou moins explicites, notes, et puis la pratique de l'enseignement, de l'enseignement de Jean-Louis Durand, dont j'ai pu bénéficier avec d'autres lors de ces séminaires donnés, ces charges de conférences données à l'École pratique des hautes études dans les années 90, début 2000. En plus donc des séminaires
qu'il avait organisé au sein du laboratoire Système de pensée en Afrique noire sur la rhétorique de la divination. C'est en fait un atelier de recherche que Jean-Luc Durand avait co-dirigé avec Michel Cartry et qui était un véritable lieu d'élaboration public de ce qui se faisait entre eux déjà depuis longtemps. En réalité, je disais, il y a des rencontres hebdomadaires qui sont centrées sur l'analyse d'énoncés linguistiques, une prière, une consultation oraculaire, qui faisait que la diade Carteret-Durand fonctionnait depuis des années, surtout de matériaux africains, mais pas seulement. Carteret, par exemple, souhaitait apprendre à lire les images, comme Eugène Durand avait élaboré donc, une méthode d'analyse des images sur base grecque. Et dans cette perspective d'échange entre des formes de compétences, de curiosité parfois naïve, on voit que se construit donc une véritable capacité à construire des objets communs à partir donc d'analyses linguistiques. Au fond, comme le précise dans cette interview de 2010, chacun, là je cite, chacun arrivait de son terrain avec un questionnement issu de cette rencontre-là et chacun arrivant de son terrain avec un questionnement issu de cette rencontre-là était mis à l'épreuve des questionnements de l'autre. Au fond, il n'y a pas une réflexion sur le comparatisme comme l'aura produite d'Étienne dans Comparer l'incomparable, mais ils ont montré le mouvement par la marche. Et il y a un petit détail qui m'a intéressé, c'est que Jean-Luc Durand parlait d'un tricotage permanent. C'est le tricotage qui est théorique. Cette notion de tricotage, je vais la reprendre tout à l'heure pour m'intéresser à la notion d'entrelacement qui, d'un point de vue théorique, pourrait être investi dans les perspectives d'un comparatisme des cosmologies. Comment caractériser l'approche de Michel Cartry aux yeux de Jean-Louis Durand? Elle était toujours prise dans l'espace, dans la gestualité du rite, dans une perspective résolument ritualiste. Le corps lui-même, pris dans le rite, doit être étudié comme une sorte de texte. Alors, au fond, ces mots conviennent bien aussi à la pratique de Jean-Louis Durand, qui, un ritualiste, un peu avant la lettre, au contre-courant, au moment où on s'intéressait davantage au mythe, à l'époque des années de gloire du structuralisme, s'intéresser au rite et signifiait euh, faire un pas de côté, à la fois par rapport à la tradition des ritualistes de Cambridge, dont l'héritage a pu peser lourd en fait, sur la réception du comparatisme dans le monde anglo-saxon, moins en France, et puis donner au rite toute sa légitimité, étudier le rite pour le rite, par les rites, comme dans un article publié avec John Scheid en 88 a pu le rappeler. Les bons expériences que j'ai pu employer dans le titre et déjà au cours de mon exposé n'est pas un vain mot. L'expérience de terrain, comme l'enseignait Jean Durand donc, lors de ses séminaires, permet d'être confronté aux réalités polythéistes et rituelles. Les corps pour Jean Durand, lorsqu'il parlait des séances possessionnelles du Stambeli à Tunis, avec lesquelles il avait été confronté dès les années 60, lorsqu'il était parti enseigner dans le secondaire. Donc le corps était investi des puissances qu'il prenait très au sérieux. Sa façon de décrire les corps des personnes prises par la possession, et la manière dont ça pouvait réjaillir sur un corps, sur son corps à lui, d'ethnologue, était saisissante. C'est-à-dire que dans la manière dont il traitait aussi la matière possessionnelle, on sentait cette forte présence
de la physicalité. Et donc, la lecture euh, des Bacchantes d'Euripide, qui avait été mémorable pour les personnes présentes au séminaire donné à la PHE, faisait que, son interprétation des Ménades, le corps de Panthée, les corps de Dionysos étaient des réalités tout sauf abstraites. Et ce qui me paraît important de rappeler, c'est que ces dimensions-là, quand on travaille sur l'Antiquité, ne peuvent que faire défaut. Évidemment qu'aujourd'hui, une anthropologie des corps, du corps dans l'Antiquité a fait des avancées très importantes, mais l'expérience de terrain est déterminante pour l'ethnologue, pour la manière de poser des questions. Je dirais aussi que un des défis auxquels on doit répondre en tant qu'antiquisante, antiquisant, et ceci le montrait bien l'enseignement, la pratique de Durand en dialogue avec Cartry, c'est l'intellectualisation, la transformation des entités en signes, par exemple. Euh, Or, euh, la diffidence, méfiance de Cartry vis-à-vis donc de l'approche sémiotique le ramenait plutôt du côté d'une anthropologie des relations. Une anthropologie des relations qui, parallèlement, était développée par des anthropologues comme Marilyn Strad, Eduardo Viveros de Castro ou Anna Tsing. Une anthropologie des relations où on prend au sérieux ses interlocuteurs. Le rapport aux entités, donc, ne sera pas métaphorique. Interroger l'oracle de la Terre signifie parler d'une instance, d'une identité, signifie passer par la langue, par des choix linguistiques, pour être en prise avec le monde, pour faire monde. Et c'est justement l'analyse linguistique qui permettrait à Cartry d'entrer dans le système rituel et d'en devenir un expert reconnu même par les gourmandchés auprès de qui il a travaillé pendant de longues années. Tu m'avais posé la question, Maxime, aussi de faire état de mon terrain. S'il était possible de faire état de mon terrain, et je peux le faire de façon voilà, ponctuelle, parce que le but, c'est de répondre aussi à ce programme que je me suis donné. Euh, Qu'est-ce que le comparatisme après d'Étienne Cartier-Vernon? Mais j'évoquerai juste un épisode, puisque j'étais au Burkina Faso à quelques reprises chez les Nouna, donc en travaillant avec les africanistes, déjà quand j'étais en doctorat, puis quand j'étais enseignante à l'école. Et lors du dernier séjour en 2014, donc en plus Alessandre était présent, il s'est produit que pendant un sacrifice, le sang qui réjaillit, il y a du sang de la victime sacrificielle qui a réjailli sur mes pantalons. Or, cet événement euh, a confirmé l'idée que je m'étais faite auparavant déjà de l'implication du corps dans le système relationnel avec les entités, puisqu'une tache de sang n'est pas juste un accident, c'est aussi une mise en relation des entités euh, avec les acteurs présents. Et c'est ainsi que les acteurs avaient montré de la réjouissance en voyant ces taches de sang sur mes pantalons. Donc la surprise, moi je dirais la dissonance, parce qu'il faut que j'introduise le mot quand même, euh, euh, est intervenue à ce moment-là, dans la mesure où je considérais que, voilà, il s'est trouvé que j'étais peut-être trop proche de l'ère sacrificielle. Bon, j'étais assise là où on m'avait dit de m'asseoir, parce que j'essaie d'être assez diligente, et en même temps, voilà, je me retrouvais investie d'un élément extrêmement parlant du point de vue relationnel.
Plonger en effet dans une société sacrifiante où la pratique de la divination, les pratiques de guérison, la vie rituelle en général mettent en jeu le corps de l'ethnologue, euh, ne peut que produire une transformation de la manière dont on lira ensuite les implications euh, du corps donc dans la pratique rituelle, que ce soit en Grèce ou ailleurs. Ça signifie évidemment prendre euh, en charge la nécessité de se situer donc dans la manière dont nous sommes nécessairement imbriqués dans une situation d'énonciation, dans une interaction, dans une situation rituelle. Et le fait de mettre l'accent sur cette positionnalité n'est pas du tout un élément qui serait nouveau apporter justement, comme leur indiquent certaines études, justement des aphterologies, quelque chose qui serait une nouveauté, puisque Weber en parlait déjà, et dans la tradition mossienne, donc Artrie et l'héritier, c'est quelque chose qui était développé. Alors, j'avais parlé d'une bulle heureuse. Une bulle heureuse où africanistes et hellénistes travaillaient ensemble. Le résultat de ce volume, Architecture invisible, pour moi, était marquant. Peut-être que j'en dirai un mot plus tard, euh, si on a le temps ou pendant la discussion. Mais je dirais aussi que ça avait quelque chose de très confortable. Et peut-être qu'il faudrait accorder aujourd'hui une place heuristique à quelque chose d'un peu moins confortable, ce que j'appelle la dissonance. Si j'ai mis en avant la dissonance dans la pratique du comparatisme, c'est que je la revendique comme un geste assumé contre un certain goût classique que l'on cultive avec facilité lorsqu'on travaille sur l'Antiquité. Et le comparatisme peut apporter de la dissonance dans la construction du récit de la recherche. Parce que si comparer est un geste essentiel en anthropologie, euh, euh, cette comparaison-là, elle sert à quoi? Si on parle de comparatisme différentiel, ce sera pour quoi faire? On connaît toutes, tous cette phrase tirée de Discours sur l'origine des langues de Jean-Jacques Rousseau que Lévi-Strauss avait cité dans la conférence inaugurale au Collège de France. Donc, où Rousseau dit, quand on veut étudier les hommes, il faut les garder autour de soi, mais pour étudier l'homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin. Il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés. Les propriétés. Donc, on est dans le comparatisme différentiel. Mais dans quel but? Évidemment que Lévi-Strauss, comme le structuralisme d'Escola, tendent à l'élaboration de modèles, de typologies euh, à, à visée universelle. Comme le dira à très juste titre Maurice Merleau-Ponty, à côté de cet universel de surplomb, peut-être qu'on peut avoir un universel latéral. Et cet universel latéral ne constituerait plus une hiérarchie dans les gestes de l'ethnologue, mais essaierait de mettre sur le même plan discours indigènes et discours élaborés dans la société de l'ethnologue lui-même. Donc, une façon déjà, pour le traduire dans mes mots, de composer entre différentes cosmologies. Donc, certes, parler de comparatisme contrastif ou différentiel est essentiel et on s'accorde toutes et tous sur la nécessité de dépasser la recherche des analogies comme un comparatisme frésérien de type euh, collectionneur, si vous voulez, au sens de Certeau, avait l'habitude de le faire. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. En effet, si on parle de dissonance, on ajoute une tension dans la démarche comparatiste. Une tension qu'il faudra résoudre. C'est drôle parce que dans l'article de l'encyclopédie,
sur la dissonance, rédigé par Rousseau, justement, il s'agit à un moment donné de sauver la dissonance, c'est-à-dire la résoudre, c'est-à-dire dépasser la tension pour aboutir à quelque chose qui serait euh, un plus par rapport à l'harmonie qui avait été dérangée par la dissonance elle-même. Donc, la dissonance n'est qu'une première étape. Il faut ensuite chercher un horizon où elle est résolue. Mais avant de ça, la dissonance agit comme un levier qui permet d'ajouter donc une dimension émotionnelle, affective. Elle permet donc de jouer sur des passions et faire en sorte que la recherche soit en prise avec le monde. Cette réflexion donc sur l'emprise affective est quelque chose qui émerge de plus en plus dans une anthropologie donc des valeurs, par exemple dans l'article de Joel Robbins dont je vous parlais, il est clair que les expériences faites par les sociétés en Pacifique du Sud, du Pacifique Sud, euh, et d'une anthropologie attentive à leur stratégie montre à quel point la valeur affective des valeurs, donc la dimension affective des valeurs est déterminante pour le partage d'une cosmologie. Alors, je parle de cosmologie et non pas de système de pensée comme Cartry le faisait, comme le faisait Durand, comme le faisait Détienne. Dans, euh, dans le tournant ontologique, on a tendance à assimiler le mot ontologie et le mot cosmologie. Lorsque Philippe Descola propose une réflexion sur les manières de faire monde, qui répond bien à l'impératif des sciences sociales d'aujourd'hui, c'est-à-dire penser l'humain en rapport avec son environnement, donc avec le non-humain aussi, comme le proposait Bruno Latour, on voit qu'on se donne des outils dont nous pourrions nous saisir dans l'exploration des cosmologies. Seulement, voilà, la différence entre l'usage que fait Descola des cosmologies et même de la tour et mon usage est la suivante. Euh, pour moi, les cosmologies ne correspondent pas uniquement à des systèmes de représentation, mais aussi à ce qu'on peut appeler avec Vincent Descombes la rhétorique du groupe. Et cette rhétorique du groupe euh, implique un système de relations au monde. Vous le savez, le mot cosmos en grec est souvent invoqué pour comprendre les cosmologies, mais on met trop souvent l'écart à la dimension esthétique du terme, et qui, en Grèce, en fait, est une façon de faire monde aussi. C'est pourquoi, dans mon emploi du mot cosmologie, j'inclus les formes de figuration du système de relations avec l'invisible, qui sont censées avoir un impact émotionnel sur les entités, humaines ou non humaines. D'où l'importance de revenir vers les arts. Revenir vers les arts signifie expérimenter de nouvelles manières, en suivant toujours le maître mot, euh, donc de sortir des sillons, de transgresser pour poser de nouvelles questions, mais en incluant une dimension qui, jusqu'à maintenant, le comparatisme d'Étienne Cartry et Durand n'avait pas du tout mis en place. Avec le groupe comparatiste, donc Antiquité Sciences Sociales, qui est devenu ensuite le PERI, on s'était attaqué donc au chantier du destin. On avait commencé à réfléchir à la manière dont l'exercice de la comparaison pouvait se prêter au dialogue avec les arts. Il s'agissait de trouver un langage commun, notamment dans le contexte d'une réflexion où les sciences sociales s'est tournées déjà vers ce type d'expérience qu'on appelle la recherche-création. Tim Ingold a promu à l'anthropologie ce cadre d'exercice de pensée avec les arts et depuis, les conférences performances commencent à rentrer dans l'habitus de la recherche en sciences sociales. Alors, le défi que nous avions choisi en 2015, c'était de donner à voir le travail collectif du comparatisme, tout en observant ce que cela produisait de le traduire dans un médium propre aux arts visuels.
On avait donc, avec un, un- un doctorant qui aujourd'hui est enseignant, euh, on avait élaboré un dispositif d'un couloir qui allait aboutir un couloir cordon ombilical, une sorte, on avait appelé l'exposition fil du destin, qui allait aboutir à des espaces différents, avec des espaces latéraux, des espaces de projection, des espaces où on montrait les matériaux sur lesquels on travaillait, on juxtaposait donc les photos prises par les anthropologues sur le terrain, des objets liés au destin, mais aussi des artefacts qui avaient été fabriqués ad hoc. Donc, donner à voir le travail comparatiste devenait une expérience où on était amené à réfléchir à la manière dont le corps même des chercheuses et des chercheurs, ainsi que le corps du public, est impliqué dans un protocole que nous avions mis au point. Alors, cette installation qui a été organisée pas loin d'ici, lorsque le HESS était à Avenue de France, est restée en place quelques semaines. Je la considère juste comme un balbutiement d'un projet intellectuel ambitieux qui s'enracine dans la pratique de dialogue que Meyerson, en réalité, avait promu déjà dans les années 50, et qui n'a finalement pas été repris dans la communauté comparatiste réunie autour de Vernon puis de Détienne. Un projet que je mène, par exemple, autour d'Antigone actuellement, avec un collectif d'artistes et des gens du théâtre, vise à construire une collectivité capable de composer un faisceau de questions autour du faire lien société dans différentes cosmologies. Et cet automne, j'étais parti en Sicile, mener une enquête ethnographique avec deux de ces artistes du collectif pour voir comment, autour du culte de mort, on peut mettre en place une forme d'entrelacement. Entrelacement entre des matériaux euh, de la tradition tragique grecque avec des matériaux vivants d'une société comme la société sicilienne où les morts sont très présents. Et la question qui nous guidait, c'était que nous font faire le mort? Que peut activer l'expérimentation mythique avec Antigone? Et je prends la notion d'expérimentation mythique, donc cette réflexion de Joly Durand, qui considère que euh, le mythe est un objet, est un animal, n'est pas seulement donc un récit, euh, euh, est une forme d'expérimentation qu'une société ou une culture, parce que pour Jeanne Durand, c'était souvent un flottement entre les deux, se donne, voilà, pour poser des questions à travers un genre spécifique. Là aussi, on se retrouve avec des recoupements avec les moments postcoloniaux, décoloniaux sur la manière d'impliquer les arts dans la forme d'appropriation, réappropriation, donc de matériaux mythiques, par exemple, comme la tragédie. Et je pense, par exemple, à la manière dont Milorau a réinvesti la tragédie de Sophocle en l'intitulant Antigone en Amazonie et en mettant en avant une série de thèses sur l'exploitation excessive des terres, sur donc, le rapport à la terre, des mouvements sans terre, mais sur le rapport aussi des minorités, de genre, etc. Alors, évidemment que c'est une opération tout à fait légitime et très productive, mais le travail comparatiste qui serait en accord avec les arts ne peut pas aboutir à ce type de production, puisqu'il s'agit d'associer l'artiste à des enquêtes qui mettent des thèmes en résonance les uns avec les autres pour trouver des dissonances d'abord et créer cet effet affectif dont nous avons besoin. Le comparatisme, donc, peut travailler à composer les mondes par la mise en rapport de cosmologies différentes. Et le fait de se recentrer sur des notions dont la charge affective est importante, je pense à la notion d'agalma, puisque la notion d'agalma est une notion qui renvoie à un effet de réjouissance aussi de la part
qui voient et du côté des non-humains, les dieux, qui peuvent être destinataires, mais aussi les humains. Mais on pourrait penser à d'autres cas, comme celui d'Eduardo Kohn qui parle des Runapuma, donc en Amazonie. Charge affective, donc une notion dont la charge affective est importante, et on renoue donc avec des institutions, des intuitions mossiennes, je dirais. Parce que lorsque Moss, avec Henri Hubert, met en évidence l'importance de la notion de mana, de la notion de Rao, le fait que élaborer donc une théorie générale de la magie, ou une théorie du sacrifice, une théorie du don, où ces notions dites indigènes, d'origine mélanésienne, ont une charge affective. Cette charge affective est prise en charge donc, par les locuteurs qui expliquent, et les anthropologues comme Raymond Firth, par exemple, en avaient conscience. D'ailleurs, comme je vous disais, ça devient presque un programme pour l'anthropologie des valeurs que d'investir le domaine des arts pour mettre en forme et un partage des valeurs. Du coup, une forme d'enchevêtrement se mettra en place, non seulement au niveau du domaine de description, euh, mais au niveau des pratiques, c'est-à-dire nos savoirs, nos praxis, notre affectivité, nos cosmologies, seraient un peu comme l'universel latéral de Merleau-Ponty le suggère, mises en relation et dans un entrelacement continu. Alors, je vais un peu plus vite puisque j'aimerais conclure pour qu'on ait un tout petit peu de temps pour la discussion. Euh, je conclurai peut-être sur la question de la reconnaissance. Euh, puisque le comparatisme comme forme de composition, de mon point de vue, a trait à la reconnaissance telle que aujourd'hui elle a été élaborée comme notion historique, philosophique et sociologique. En effet, le geste comparatiste, je vous avais laissé entendre, a une portée politique. Je rappelle donc l'enquête de Marcel Détienne sur les façons des assemblées, de faire assembler, de faire du politique, les questions autour de faire du territoire avec les morts, etc. Et donc, si on peut euh, injecter cette dimension politique dans le geste comparatiste, ce qui repose, à mon avis, sur la notion de reconnaissance aussi. Dans son histoire européenne de l'idée de reconnaissance, le philosophe et sociologue de l'école de Francfort, Axel Honneth, a proposé de voir les débuts de cette notion non pas dans Fichte ou Hegel, comme c'était le cas il y a 30 ans, ni dans Hobbes, comme c'est la tendance aujourd'hui, mais plutôt dans Rousseau, encore lui. La notion de reconnaissance sociale émerge à la fin de l'Ancien Régime et était fondée, Ancien Régime qui était fondé sur un ordre donc, de type féodal garanti par Dieu. Donc une société de classe moderne se met en place et c'est à ce moment-là qu'en littérature comme en philosophie, il apparaît que l'individu s'interroge sur sa place dans la société. Donc le fait de savoir que nous sommes toujours d'emblée liés les uns aux autres par différentes formes de reconnaissance devient une thématique exploitée par Rousseau. Alors, moi, je fais subir aux théories d'Axel Honneth une torsion, puisque à la reconnaissance des individus, je propose de substituer la reconnaissance des sociétés des cultures. C'est en fait par l'affinage du questionnement que cela peut se faire. Comment, comment donc parler de reconnaissance dans une conjoncture où il y a des formes de revendication, de reconnaissance par différents groupes sociaux, par justement par des mouvements aujourd'hui liés à la sauvegarde euh, de territoires, par des mouvements dits indigènes ou des Premières Nations au Canada, etc. Une des réponses que l'on peut faire, c'est de sortir de l'idée, comme Michel Lamont l'a proposé,
sociologue qui enseigne à Harvard. Donc, sortir de l'idée qu'on est dans une société, dans un jeu à somme nulle. Il y a de la place, et il y a de la place pour chacun. C'est cette perspective qu'on pourrait embrasser, nous, avec une sorte de concert des cosmologies. C'est-à-dire que nous ne sommes pas détenteurs d'une vision qui aurait le dessus sur les autres. Et dans le travail, par exemple, sur les pratiques d'assemblée, il y a tellement de traits qui émergent grâce à ce qu'on apprend sur les pratiques d'assemblée chez les Osholos en Éthiopie, avec toute la dimension esthétique dont Jean-Baptiste Exé avait mis en évidence l'importance pour le faire politique, que ensuite ces questions vont réjaillir et vont donc décentrer, mais décentrer au sens de créer une dissonance et donc faire de la place à ces autres expériences avec lesquelles on construit des formes d'entrelacement. Parler d'entrelacement, c'est abandonner nécessairement cette notion de entité séparée, en fait, que constitueraient donc les sociétés. C'était d'ailleurs une des critiques qui avait été faite au comparatisme des années 60, et je pense que les travaux de Vernon en ont fait les frais. C'est-à-dire que souvent on considère que ce comparatisme essentialisé des sociétés, on parle de la Chine, de la Mésopotamie et de la Grèce, et c'est à cela que Détienne avait essayé de répondre en disant, mais non, c'est la microanalyse qui importe, et on ne va pas parler des Grecs, mais de telle cité à tel moment, etc. Donc, évidemment qu'on ne parle plus d'entités séparées, mais en fait, si on pousse du côté de l'entrelacement, peut-être qu'on va pouvoir faire un pas de plus. Et dans le dernier chapitre d'Ancien moderne sauvage, François Hartog pointait le passage du paradigme ancien du parallèle à celui de la comparaison. Le discrimen serait la différence des régimes d'historicité. Si le parallèle est fondé sur le régime ancien de l'historia magistra vitae, ce qui fait que les anciens sont à imiter car imitables, la comparaison, elle naît dans le régime moderne et se fonde sur une inimitabilité consommée. Aujourd'hui, il ne serait plus être question d'imitation ou d'inimitabilité, mais plutôt, encore une fois, d'expérience d'entrelacement par une enquête qui peut renouer avec les mondes via l'expérience de César. Si le rapprochement éclaire une démarche que l'anthropologie explore de plus en plus et volontiers, c'est justement le changement climatique qui nous a donné l'occasion, en fait, de le découvrir. Et il y a eu des expériences menées, je renvoie au travail de Bailey Haworth, We Are the Ocean, euh, publié en 2008, où il y a une démarche politique contre justement le néocolonialisme occidental des Australiens, des Néo-Zélandais, et qui a été non seulement donc, un fondateur de l'Oceania Center for Arts and Culture, mais un anthropologue très actif dans la diffusion donc, de ces systèmes de valeurs de toute la dimension affective dont je vous ai parlé. Alors, la notion d'enchevêtrement, d'entrelacement, entanglement en anglais, qui est plus compréhensible, avait été disqualifiée par Salins. Entanglement est une parole d'ordre presque du post-humanisme, toute approche qui défiait la hiérarchie entre humain et non humain. Il me semble que le comparatisme qui fait de la Grèce un cas particulier parmi les milliers de sociétés étudiées par l'anthropologie ne visera pas pour autant une grammaire générale des cosmologies, comme justement Descola tend à faire dans son travail. Parler d'entrelacement signifie dépasser aussi les souverainismes nationaux qui avaient tant dérangé Claude Lévi-Strauss lorsqu'il s'était détourné de la politique définitivement dans les années 50, après la, le constat que le chemin vers la décolonisation amenait vers des formes de souverainisme nationaux. Donc, parler d'entanglement et d'agentivité humaine et non humaine permet
peut-être de dépasser ces points aveugles dans lesquels les épistémés, ou épistémés, donc euh, post-colonial ou décolonial, se retrouvent aujourd'hui. Travailler sur la dissonance signifie installer un malaise productif, un malaise qui permettra donc de reconstituer les conditions d'un confort, un confort qui est producteur de liens. Il faut donc voir les nouvelles formes de dépendance, d'interdépendance et d'attachement, comme Latour nous y invitait, mais par des biais qui sont ceux du comparatisme. Je vous remercie. Merci Cléo pour ce très riche exposé et puis pour ces nombreuses propositions elles-mêmes entrelacées. Il y a beaucoup de mots nouveaux qui m'ont frappé, comme ces mots bien évidemment de dissonance, d'entrelacement, de plurivers, d'où tu es parti. Et voilà, donc est venu le moment de la discussion et, euh, et bien évidemment, toute la salle est bienvenue dans cette discussion. Est-ce qu'il y a euh, la salle en ligne et à distance? Et donc je salue également tous les participants à distance. Alors, Ricardo Di Donato doit partir, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a une première question dans la salle? Si je vous ai égaré, c'était le but, hein. Marie. Ce que évoquait la fin de votre exposé, je vous remercie vraiment beaucoup de toutes les pistes que vous avez ouvertes, qui étaient à pas très denses, mais qui donnent vraiment à penser. Ça me faisait penser à deux choses, en fait, très différentes, deux objets très différents. L'un, c'est des textes des premiers jésuites qui découvrent le théâtre japonais, les jésuites portugais du XVIe siècle. Donc notamment Gus Proche et Jean Rodriguez. Et ces textes-là pratiquent ce qu'on appelle aujourd'hui les parallèles, justement. Et pourtant, j'ai l'impression que justement, qu'il y a deux choses particulières à ces textes. La première, c'est qu'en fait, ils fabriquent un incomparatif. Ils fabriquent le Japon aussi dans une forme de distance inconciliable, mais en même temps, le Japon est complètement le négatif d'un discours qui en fait parle du Portugal et du théâtre portugais à l'époque. Donc, j'ai l'impression, mais c'est ma question en fait, que ces textes-là sont avant la pratique des parallèles tels que vous la décriviez et qu'ils échappent un peu à cette chose universalisante et qu'en même temps, il y a peut-être aussi une forme d'entrelacement, justement, quand ils réfléchissent à leur propre pratique dans le face à face avec ceux qui découvrent et qui lisent évidemment avec des catégories un peu bricolées. Mais je ne sais pas si vous seriez d'accord pour le dire comme ça. Oui, ça m'évoque en fait la réflexion autour des objets fétiches aussi, puisque quand les marchands portugais entrent en contact avec des sociétés qui vouent un culte à des objets euh, qui sont des puissances divines, il façonne cette notion de fétiche, de fabriquer fétiche, mais en même temps, il parle de leur rapport euh, aux, euh, aux objets des cultes chrétiens, à tous les supports, en fait, qui sont le support de la croyance. Évidemment, c'est les autres qui croient, nous, on est, ils croient à des choses vaines, ils croient à des statues
creuse, alors que nous, on a du bon côté. Et donc, et dans la réflexion que Latour propose de cette expérience, c'est là qu'il montre effectivement, nous n'avons pas été modernes au sens où on prétend, par un discours, euh, avoir établi une séparation entre notre culture, entre le sujet et l'objet. Mais dans la pratique, on est complètement dans cette forme d'hybridité, de différentes formes de croyances, de rapport avec le monde humain, etc. Donc, il me semble que l'exemple que vous donnez entre en résonance avec ça parce que, effectivement, les jésuites jouent un rôle fondamental avec le rapport même à la Chine, le rapport aux ancêtres, aux cultes ancêtres, etc. Ils sont à la fois dans l'exigence de la traduction, de la compréhension, mais ils construisent aussi un objet nouveau, quelque part. Et qui est en fait beaucoup plus complexe, je trouve, Tout à fait. que ce qu'on réduit souvent. Oui, oui, oui. Disons que la production de l'altérité, c'est une formule qui va un peu vite et qui trahit en fait la complexité des objets. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Nous avons une question dans la salle virtuelle, donc Ute, que nous écoutions la dernière fois. Ute, bonsoir. Est-ce que tu peux mettre ton micro en route? Alors, bonsoir Maxime, bonsoir Cléo. Merci beaucoup pour ce très bel exposé. J'ai une question par rapport, enfin, j'ai deux questions. L'entrelacement. Moi, j'ai beaucoup mis en avant dans ce que j'ai travaillé une tournure de chamoiseau qui est l'actif relationnel des langues, des cultures et des hommes. Et il me semble que, comme vous l'avez dit, toutes les cultures sont liées. Et j'ai appelé ça, ben, c'est de l'actif relationnel ou c'est cette interaction permanente. Hein, toutes les cultures, no culture stands for one's own. Est-ce que l'entrelacement, est-ce que dans le geste, vous voyez quelque chose de plus, vous avez parlé d'affectivité, que dans cette notion d'interrelation ou de l'actif relationnel, hein, qui a l'avantage de dire vraiment c'est actif. Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est entrelacé? Est-ce que c'est lié à justement ce que vous aviez dit par rapport l'affectivité, à l'implication nécessaire, corporelle, etc. Ou est-ce que ça peut être équivalent avec l'autre? Merci, Outé. Alors, je suis d'accord sur le fait que voilà, aucune société n'est pour elle-même, n'est indépendante des autres. Donc, il y a toujours la nécessité de penser ce maillage. Mais dans l'entrelacement, je mets quelque chose de plus. Je mets déjà le geste comparatiste. Ah C'est-à-dire oui. que pour moi, le geste comparatiste est productif d'entrelacement. Et dans cette dimension réflexive, je vois la nécessité donc de mettre en avant euh, la dimension affective et donc esthétique au sens large euh, pour qu'il y ait des formes de prise avec les mondes. Parce que tous les problèmes des plurivers évoqués en début d'exposé, c'est que on peut tomber dans ce qu'on appelait le relativisme absolu, l'incommensurabilité, qui était un des problèmes avec lesquels le comparatisme a eu à faire. Et il me semble que euh, dans le geste comparatiste, on a production d'objets comparés et comparables. Et dans cette production-là, justement, le geste de l'entrelacement joue un rôle important. C'est-à-dire que on n'est pas dans le fait d'isoler des traits spécifiques, on est en train de mettre euh, en un rapport
des traits d'une société qui apparaissent parce que le questionnement a évolué à partir d'autres faits observés par l'exercice de la comparaison. Claude me parlerait justement du triangle comparatiste. Il me semble que oui, ça va un peu aussi dans ce sens-là, mais euh, c'est un geste poétique aussi, hein, l'entrelacement, évidemment. Mais est-ce que c'est pas donné dans comparer, c'est mettre en dialogue, comparer, c'est mettre en relation? Est-ce que ce geste, il est forcément, il doit, bah, bien sûr, il y a un ethos en tout. Moi, je vois que dans la façon de mettre en dialogue deux cultures ou deux artefacts, il y a effectivement l'ethos de la non-hiérarchisation, etc. Hein, mais est-ce que le- bah, tout le choix, comme vous dites, de l'esthétique, ça me paraît aussi comme Descola, vous avez beaucoup cité à juste titre, et aussi avec cette note critique. Euh, aussi, maintenant, ce que là, on est dans le triangle ou dans la relation où on s'implique. Est-ce que l'affectif et l'implication corporelle, elle est, selon vous, essentielle à l'effet heuristique? Oui, Oui, c'est ça. oui. Oui. Mhm. Et je pense que ça fait partie des pistes qu'on n'a pas encore exploitées du tout, et pour lesquelles, justement, l'expérience artistique pourrait nous aider. Enfin, toi, tu en sais quelque chose, mais tu me diras. Oui, justement, Oui. parce que la deuxième chose qu'on parlait tout à l'heure, et Maxime la connaît très bien, enfin, c'est évidemment le projet de Maxime et aussi le projet de Karen Fidel, qui travaille beaucoup avec Maxime, euh, à partir d'une perspective anthropologique, mais elle envisage le spectacle et le geste artistique presque comme un terrain, Mhm. donc, je voulais savoir si vous diriez, si vous verriez les choses de la même manière, et est-ce que... Oui, parce que c'est dans le sens de l'expérimentation, en fait. Donc, le spectacle n'est pas l'aboutissement d'un processus, c'est juste une étape dans laquelle la dimension réflexive doit être gardée. Et l'idée, c'est voyons voir ce qui se produit. Ce qu'on a constaté avec le projet en cours Antigone, euh, c'est que des microséquences de performance mises dans certains contextes sont déjà productives aussi pour la réflexion comparatiste. Donc, il me semble qu'on a tout intérêt à aller dans ce sens-là. Mais je sais que ça peut heurter certaines sensibilités. Non, mais enfin, je sais pas, je prends ça comme une invitation, si je peux me Oui, permettre aussi, oui. de réagir. Non, mais c'est vrai que ça me parle beaucoup. Et en plus, ça me parle d'autant plus que ce que disait Ute la dernière fois résonne également. Dans l'expérience euh, de la scène. Bon, tu le sais, nous, ce qu'on a fait, c'est mettre en contact donc des artistes japonais avec des artistes français, mais pas seulement, comme quoi on n'était pas non plus dans du duel. Il y avait aussi des artistes de justement, pas classables par des identités. En tout cas, bon, grosso modo, on mettait en contact deux cultures que je comparais par ailleurs, c'est-à-dire j'essaie de comprendre comment fonctionnait la tragédie grecque, comment fonctionnait le No, et puis ensuite, sur scène, on a mis en contact des gens, et c'est là où ce que pour moi est très important, ce que vous te disais est très important, c'était sans, en tout cas on essayait que ce soit pas hiérarchique. Oui, C'est-à-dire que, oui, effectivement, ce soit autant du no que de la tragédie bien sûr. et que du point de vue des acteurs, il n'y en ait pas, comment dire, ce soit pas une appropriation culturelle, pour le dire peut-être simple, Mhm. mais qui est un partage. Alors, j'aime bien l'idée d'entrelacement. Moi, à l'époque, je pensais à hybridation. Euh, Ce que je trouve intéressant, c'est que
Bon, ce qu'on a fait à l'époque, c'était entre le Japon et l'Europe, grosso modo. Oui. Mais c'était facile parce que c'était des pays, comment dire, reconnus pour leur culture, des pays prestigieux. Le nôtre, c'est prestigieux, la tragédie grecque aussi. Alors, je me demande s'il n'y a pas quelque chose à jouer différemment avec d'autres cultures. Alors, toi, c'est la culture plutôt sicilienne que tu... Voilà. Justement, quand on parlait des cultures africaines, c'est souvent ce type de culture, les cultures du Sud, qui sont un peu minorées. Oui. Donc, est-ce que justement l'expérience artistique n'est pas l'occasion, alliée au comparatisme, Mhm. de revaloriser? Voilà, je ne sais pas si ça va dans le sens que, Alors, que tu proposes. oui, alors, merci beaucoup. Ça me donne la possibilité de développer un peu plus l'idée qui est en train voilà, de s'élaborer, de ce projet en cours. L'idée, c'est de s'ancrer dans des terroirs différents pour voir c'est que cette démarche comparatiste, ces questionnements produits sur place et les effets en retour. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir une mise en regard de pratiques théâtrales d'origine différente, mais plutôt de poser des questions qu'Antigone pose, qui nous semblent pertinentes dans la lecture qu'on peut faire d'Antigone, avec le rapport à la terre, le rapport aux morts, etc. Cette lecture était née notamment du constat que les travaux d'un anthropologue coréen, Heoni Kwon, sur les morts au Vietnam, les fantômes en fait de la guerre au Vietnam qui reviennent, qui réclament leur dû, les fantômes donc de ces soldats qui avaient combattu côté américain, qui n'avaient pas reçu donc les honneurs funéraires d'État, en très fortement résonance avec la pièce de Sophocle et comment tisser donc cette, ce dialogue possible. Et dans notre projet, il y aurait un passage, par exemple, par le Benin. Donc, effectivement, les cultures du Sud, comme tu dis, c'est-à-dire sortir aussi des sillons, des traditions établies, permettrait de chercher ces dissonances productives. Mais c'est très expérimental encore, non financé, donc nous sommes au tout début de cette aventure de ce point de vue-là. Mais il me semble que théoriquement, enfin, on peut essayer de charpenter la démarche et la notion d'entrelacement en fait, vient d'une traduction qui auparavant, pour moi, était moins satisfaisante. Parce qu'avant, je parlais d'enchevêtrement. Mais en fait, c'est la traduction du mot anglais entanglement, où ouais, la résonance est encore plus puissante. Et de l'usage qu'Anna Tsing en fait, par exemple, dans euh, son livre Le champignon dans la fin du monde, un livre passionnant sur la fin du capitalisme, sur la manière dont il y a toute une économie liée au masuta, qui est donc un champignon que les gourmets japonais apprécient, achètent à prix d'or, mais qui vient de forêts euh, abîmées, de l'Oregon, des forêts qui ont subi voilà, les dégâts justement du capitalisme. Donc, sur la ruine du capitalisme, il y a des formes de vie qui donnent lieu à des formes d'entrelacement, en fait, d'agentivité. Le champignon, les cueilleurs, le commerce, et les gourmets. Donc, ça devient quelque chose de très, très complexe. Et là, c'est la notion d'entanglement, justement, qui est employée. Il me semble que on a intérêt à investir ce mot-là. Voilà. Mm. Ah, Il y a Déborah qui pose une question. Ah, Déborah, Déborah. Donc, Déborah qui travaille également sur le domaine théâtral. Bonsoir, Déborah.
Est-ce que tu Bonsoir Maxime, peux... bonsoir Cléo. Est-ce que Voilà, vous m'entendez correctement? je Ouais, t'entends très bien. ok. Parce que parfois ça coupe un peu, sinon je change de pièce. Dites-moi si jamais vous ne m'entendez plus. Merci beaucoup Cléo pour ton intervention passionnante et impressionnante parce que j'ai l'impression qu'elle résume, qu'elle synthétise euh, enfin, tous tes projets quoi, et qu'elle arrive à englober même les nouveaux. Donc c'était absolument euh, saisissant de t'entendre. Et ce que je voulais dire est plus un écho à cette question de la notion de dissonance, je sais pas, de question, voilà, complètement formulée encore dans mon esprit, mais en fait, je trouvais que cette notion de dissonance, au-delà du fait qu'elle fait penser à la dissonance cognitive, voilà, tous ces phénomènes, évidemment, qui nous arrivent quand on rencontre un monde, quand on rencontre des existants qu'on n'avait pas prévu de rencontrer, euh, bon, au-delà de cette dimension sensorielle, sensible, qui peut se traduire par une esthétique. En t'écoutant, je pensais aussi aux travaux de Nastasia Martin, à Croire aux fauves, qui traduit ou qui sublime peut-être cette dissonance à travers une reprise esthétique, littéraire, un travail sur la langue, voilà, de l'effet de la rencontre entre deux mondes. Et plus que d'une rencontre, c'est peut-être en fait un conflit au fond qu'elle arrive à sublimer. Et c'est voilà, c'est là le point. Parce qu'en t'écoutant, je me disais, surtout en reprenant la tour et la question du plurivers et de la multiplicité des cosmologies, la tour parle aussi du fait qu'il faut pas abandonner le conflit entre les ontologies, quoi. Et dès qu'il parle plutôt politique, d'ailleurs, dès qu'il se situe sur le versant politique, la thématique de la guerre apparaît dans son vocabulaire, ce qui lui a été beaucoup reproché par ses amis philosophes féministes, par ailleurs. Et donc, je trouve que le terme de dissonance, plutôt que le terme de conflit ou charrie autre chose, euh, sans gâcher, sans cacher ce qu'il peut y avoir de potentiellement conflictuel dans la rencontre entre les cosmologies, entre les mondes. Voilà, c'est simplement ça que je voulais te dire et que j'ai pensé au passage. Et voilà, qu'est-ce que tu, peut-être pour formuler une question et avancer, qu'est-ce que tu fais de la question de la guerre entre les mondes. Tu as parlé aussi du concert des cosmologies, donc évidemment, il y a toute cette... voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait de cette dimension potentiellement conflictuelle? Bon, bien sûr, il y a les réactions des mouvements indigènes, mais voilà, est-ce que peut-être tu peux dire un mot là-dessus? Et est-ce que du coup, ta perspective, en parlant de dissonance, et c'est pas pour rien que j'ai parlé des philosophes féministes qui taclaient un peu Bruno en lui disant, en lui rappelant que c'était pas forcément une bonne chose d'employer un vocabulaire guerrier, ou en tout cas que c'était pas anodin. Est-ce que là aussi c'est une position de ta part, est-ce qu'il y a une perspective voilà, éthique derrière? Bon, je ne sais pas. Merci Déborah, ça fait beaucoup de questions. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à tout, mais, mais tu m'invites vraiment à pousser la réflexion, donc allons-y. Oui, euh, les dissonances entre les cosmologies, il ne faut pas les effacer, au contraire. Et je considère que les distances sont productives. Donc, s'il faut travailler sur la guerre, allons-y. Au contraire, il faut y aller. Il faut y aller. Enfin, c'est le bon moment, non? C'est la bonne époque dans laquelle on se retrouve. Mais il faut prendre au sérieux, en fait, tout ce qui ressort et mener une enquête qui soit éthiquement responsable au sens de à la fois fidèle à tout ce qu'on observe. Et déjà, cette fidélité est difficile à tenir, puisqu'on a toujours des convictions. Mais il y a des anthropologues qui travaillent déjà dans ce sens-là depuis un certain temps. Je pense à Judith Schill, qui travaille beaucoup sur les mouvements
euh, dans les espaces sahéliens, liés, au trafic humain, par exemple. Hein. Donc, il y a l'anthropologie de la guerre qui existe. Donc, effectivement, sans importer le mot conflit, parce que je comprends la réserve, et sans mettre en avant un vocabulaire qui serait euh, militaire ou martial, il me semble que le mot dissonance ouvre des perspectives. Parce que la dissonance en musique, je ne suis pas musicienne, mais tout ce que je puis lire jusqu'à maintenant, la dissonance en musique est une ressource depuis la fin de la Renaissance, euh, justement pour faire jaillir l'émotion. Et donc, c'est une ressource exploitée, notamment par Monteverdi, Madrigal, et donc cette euh, capacité euh, que l'on retrouve dans la musique, dans la tradition musicale, d'exploiter des ressources, disons la tierce par exemple, euh, pour moi était très productive et très suggestive. Mais j'avoue que j'ai encore du chemin pour affiner la réflexion. Et ta suggestion de la mettre en regard avec la notion de conflit euh, de Brujon Latour m'invite à aller un peu aussi dans ce sens, c'est-à-dire approfondir et tester la pertinence. Euh, alors, d'un point de vue éthique, ce qui est à l'horizon, c'est la dimension productive. Comme il y a des malentendus productifs, il y a des dissonances productives. Euh, et, et la dissonance la plus cruelle pour moi, c'est Gaza-Israël. Si on veut parler de guerre. Voilà. Enfin, c'est la plus déchirante. Euh, il y en a tant d'autres partout dans le monde, mais celle qui résonne énormément en Europe et de façon différente aux États-Unis, certainement celle-là. Le monde universitaire a été secoué par cette dissonance-là. Mm. Alors, j'aurais envie de réagir, mais je donne la parole à Claude qui demande la parole. Merci. Écoute, euh, j'aurais une question. Je voulais d'abord te remercier hein, pour un exposé extrêmement riche et surtout qui nous fait réfléchir et réfléchir à différents égards. J'aurais une question un peu simple, en fait, de l'ordre épistémologique à propos de cette notion d'entrelacement. Alors, je comprends bien et j'approuve par ailleurs l'implication affective que l'implication affective de la notion d'entrelacement, l'implication esthétique aussi, mais euh, cet entrelacement, en ce qui concerne les cultures comparées, c'est nous qui le produisons ou qui le construisons. Et dans cette mesure, je me demande si cette notion doit être aussi ou est éventuellement aussi à appliquer à la relation enfin, la relation que nous construisons avec les deux cultures ou les deux phénomènes culturels comparés. Oui, Claude, merci beaucoup. Je suis Parce tout que à c'est un peu simpliste hein, comme question, mais Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire que l'entrelacement produit par l'exercice de la comparaison et cet entrelacement avec cette dimension affective a deux visées en fait. Enfin, déjà une visée autoréflexive, donc c'est- voir quels sont les effets produits euh, par cette manière d'entrer en relation avec des éléments d'une culture, d'une société donnée, et puis les mettre en rapport, en regard avec plusieurs. Euh, j'ai mentionné tout à l'heure la notion de mana. En lisant Moss,
je me disais qu'on est passé à côté d'une lecture affective d'Imana, alors que lui semble en être conscient, en fait, avec Henri Hubert, de cette potentialité-là. Euh, Ce qui manque, en fait, dans la tradition, c'est ensuite le travail qu'on pourrait mener avec justement les arts pour éveiller, pour entrer par la dissonance dans les ressorts affectifs et donc donner aussi à voir ce que le comparatisme produit pour un public plus large que le public académique. Et c'est quand même, c'est pas la question de l'utilité sociale, c'est plutôt la question de la composition du monde. C'est aujourd'hui, c'est pour moi une nécessité de prendre conscience que quoi qu'on fasse, on est dans des formes de composition. Donc, à composer, autant composer de façon intéressante, c'est le nom de l'art. Voilà. D'une façon esthétique. Oui, ça ne veut pas dire qu'on est toujours du côté du beau, mais on est du côté donc de ce qui va produire des effets sur nos affects et donc avoir une répercussion dans nos vies. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle également, la salle physique qui est en face de nous? Je me demandais si cette donc, réflexion-là, qui porte le mouvement sur la cosmologie et la considération esthétique, donc le sens de l'essence, si ça va faire venir un peu aussi sur d'autres travaux que tu avais fait par le passé, ou par exemple sur l'expérience de la façon, en faisant relire autrement d'autres choses. C'est-à-dire c'est toi-même, en fait, dans ce cheminement, tu te rends compte que les choses peuvent être reliées différemment à la lumière de ça, que les aspects qui peuvent être davantage valorisés, comme tu voulais dire maintenant, par rapport à l'élément sur la vie. Est-ce que ça t'a fait ça, ça t'a fait miroir sur ton parcours aussi, sur des choses que tu as pu faire autrement? J'étais revenu sur le travail sur l'écriture malveillante, donc c'était en Grèce, puisque ma contribution au volume collectif Architecture invisible portait sur une forme de captation liée à l'écriture des tablettes de malédiction, et j'avais à une époque lointaine présenté ces travaux même un séminaire d'ethnopoétique organisé par Florence et Claude. Euh, donc, à l'époque, je ne raisonnais pas en termes de cosmologie et encore moins en termes de dimension esthétique du travail, mais effectivement, euh, la manière dont l'écriture investit un espace qui n'est pas juste un support, mais qui est un corps aussi, puisqu'elle est la malle en question, un plomb, montre bien cet entrelacement. C'est-à-dire que moi, je parle de deux formes d'entrelacement différentes. L'entrelacement justement des êtres au niveau d'une culture, et puis les entrelacements que nous, on produit d'un point de vue épistémologique. Or, en l'occurrence, cet entrelacement d'agentivité, la lamelle qui parle et agit, mais qui est un corps aussi investi par l'écriture, évidemment que ça, vu d'un point de vue cosmologique, me permet de donner une résonance différente aussi à la fois aux mots, aux gestes et à la manière dont on pouvait apprécier le résultat. C'est-à-dire se satisfaire, donc la dimension esthétique, c'est pour ça que je disais, c'est pas nécessairement le beau hein, qui est au rendez-vous. La dimension esthétique et peut investir un objet de type malveillant, mais réussi. Très bien. Avec l'écriture, j'ai enchaîné ma victime et j'ai réussi à le faire et j'ai accompli le geste. Et par rapport au travail au Burkina Faso, là aussi, si je pouvais y retourner, effectivement, j'abordais les questions autrement. Euh, mais on avait travaillé ensemble longtemps avec un sculpteur en essayant de voir comment la production d'artefacts pouvait être investie d'un rapport à l'invisible, et ça n'avait rien donné.
on était assez déçus. On avait passé des heures sous les arbres avec ces sculpteurs et en même temps, on n'était pas là à des moments qui peut-être auraient donné des choses, c'est-à-dire application des couleurs, analyser la gestuelle pour voir comment il appréciait le travail accompli. Euh, mais je pense à d'autres épisodes, c'est-à-dire, et là c'est la dissonance qui intervient, lorsqu'on était avec un de nos accompagnateurs qui était traducteur, Blaise, et on était en train donc, de s'entretenir avec justement des sculpteurs dans un village, pas loin de là où on logeait, et il se trouve que Blaise blêmit, puisque à un moment donné, il sent qu'il y a une forme de sorcellerie qui essaie d'être appliquée sur lui, enfin exercée sur lui. Et je pense que c'est ça qui a fait dissonance, par exemple, à notre expérience et à la manière dont on aurait pu envisager autrement son discours. Je l'avais pris très au sérieux, mais ça ne suffisait pas. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait creusé différemment les questions avec Blaise qui sentait un danger pour son âme, lui qui était protestant, et donc qui n'était pas censé entrer dans les filets de la culture Nuna au sens du rapport aux puissances invisibles, mais qui en réalité y était pleinement, puisque, puisque c'est lui qui avait averti, nous avait averti du danger qu'il courait, et qui était sorti de la pièce, il me semble, quand il avait senti cette menace. Donc voilà, enfin, c'est quelques éléments. Très bien, merci Cléo. Donc, nous approchons de la fin de cette séance. Et donc, je remercie encore une fois notre intervenante, voilà, pour non seulement la richesse, mais la nouveauté de ces propositions. En particulier, on retiendra donc cette notion de dissonance dont on voit qu'elle est productive et voilà, qu'elle propose un dépassement des différences avec de nouvelles questions, donc associées à cette notion donc d'entrelacement que je retiens également. Tout ça, c'est des Essayons. propositions qui nous font, voilà, qui nous font avancer. Donc, merci encore, Léo. Si. Merci à toutes et tous. Donc, le mois prochain, donc nous ferons une pause, sans doute. Voilà, 14 avril avec Tiffaine Carsanti. Donc, voilà, par rapport au programme, il y a donc une pause le mois prochain et on reprend avec Tiffaine le mois suivant. Mais tout cela sera annoncé par email comme toujours. Merci à tous. N'hésitez pas à vous signaler. Oui, écrivez-nous si vous ne recevez pas les emails comme il le faudrait. Cassandre, notre secrétaire, se fera un plaisir de tout remettre dans l'ordre. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci Déborah. Les mails.